On retrouvait tout de suite une interview de Cécile Gallo-Zelva, cofondatrice et dirigeante d'Ethic. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur BITV avec aujourd'hui Cécile Gallo-Zelva. Cécile Gallo-Zelva, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et dirigeante d'Ethic. Ma première question sera sur l'impact du Covid-19 sur l'ensemble de vos activités, levée de fonds, montage de projets, gestion locative, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu une injonction de fermeture des tiers-lieux par le gouvernement parce qu'ils contiennent des espaces partagés, des espaces de rencontre. Et donc, suite à cela, on a tout de suite mis en place, donc dès le 16 mars, en fait, on a balisé certaines zones de nos espaces de travail. Donc tout ce qui était kitchenette, salle de réunion, etc. Donc on les a mises hors service. Mais on a surtout beaucoup informé nos locataires, encouragé nos locataires à suivre les consignes. Et donc finalement, Ethic, on a plusieurs métiers. On a le métier de, on va dire, promotion, de création de nouveaux projets, le métier de foncière et le métier d'exploitant. Donc l'impact, il a été immédiat sur nos métiers d'exploitation. Les centres se sont vidés peu à peu, mais on a quand même mis en place des routines pour que les personnes puissent aller faire des impressions, aller chercher leur courrier. On a mis à disposition Alors, il n'y avait plus de gel, mais on a trouvé des produits alcoolisés pour pouvoir nettoyer les surfaces et que eux-mêmes, quand ils passaient, ils puissent nettoyer les poignées de porte, les boutons des imprimantes, ce genre de choses. Donc, on a réussi à maintenir un service minimum. Et une présence parce qu'on a quand même on gère aujourd'hui 6 centres qui représentent à peu près 10 000 mètres carrés de bureaux et de commerce. Et on a eu 2 incidents de cambriolage. Donc voilà, on a quand même dû faire face à ce genre de choses. On a beaucoup informé nos structures on héberge surtout des structures de l'économie sociale et solidaire, donc on les a beaucoup tenues informées de toutes les aides auxquelles elles pouvaient prétendre. Et on a mis en place dès le 1er avril l'appel de loyer d'avril. On a offert une franchise sur la moitié du loyer pour que les structures soient le moins déstabilisées possible et surtout qu'en termes de cash, ils puissent être résilients. Et sur le mois de mai, on a fait ça à la demande, donc en fonction de la situation de nos locataires. Proposer soit des franchises, soit des décalages de paiement de loyer. Donc en fonction de qui en a le plus besoin. Et par contre, sur tous les projets qui étaient déjà enclenchés, le fait que les services instructeurs sont très en retard a fait que voilà, on a des projets qui sont décalés, ce qui pose un petit peu de soucis. On avait par bonheur testé à Paris l'enregistrement du permis de construire de façon électronique. Et ça nous a un petit peu sauvés parce que ça permet aux équipes de la préfecture, etc., de pouvoir instruire quand même le permis. Donc on voit finalement toutes les mesures toutes les mesures de travail à distance, etc., qu'on avait mises en place nous ont aidés à surfer la vague sur toutes les activités de promotion foncière sans aucun problème. On a surtout aussi, il y a eu vraiment un très bel élan de solidarité, donc au sein de nos locataires, mais également auprès de nos financeurs. Donc c'est vrai que nous, nos financeurs nous ont appelés avant même qu'on les appelle pour nous proposer des décalements de remboursement des prêts. Donc ça nous a beaucoup aidé pour notre trésorerie. Moi, j'avais fini une levée de fonds qui s'était clôturée le 16 mars. Donc d'un point de vue trésorerie, voilà, on était aussi tranquille. En même temps, c'est vrai que pour financer, on est en vrai changement d'échelle, c'est-à-dire qu'Ethic va doubler de taille là sur les 2 années qui viennent. Et pour ça, on a besoin de financement. Et c'est vrai que j'ai tout de suite discuté avec tous nos financeurs habituels. Certains sont des fonds d'épargne salariale solidaire qui sont très affectés par les fluctuations du marché. Et donc, j'ai commencé un petit peu à diversifier le type de financeurs qui pouvaient entrer dans Ethic pour m'assurer de pouvoir lever des fonds en fin d'année et l'année prochaine. Parce que je pense qu'en effet, il y aura peut-être un petit peu moins de fonds disponibles. Et s'il n'y a pas de fonds, moi, je ne pourrais pas financer mes nouveaux projets.
Alors, pour ma pénultième question, je vous interrogeais par rapport à cette rentrée qui va arriver bientôt pour un certain nombre d'acteurs le 11 mai. Pensez-vous que cette après-crise pourrait être finalement un âge d'or pour les tiers-lieux au niveau des bureaux? Moi, j'espère vraiment que les administrations, les grandes entreprises ou même les PME puissent mettre en place des systèmes pour que leurs salariés puissent télétravailler lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils en ont la capacité, voire même de façon régulière, une journée par semaine. C'est bon pour la planète, c'est bon pour la vie de famille, c'est bon pour plein de choses. Le fait d'être plus en lien, d'entraide au niveau local, j'espère que ça va perdurer. Et l'avantage en effet des tiers-lieux, c'est qu'il y avait déjà une entraide, un principe de communauté, de travailler ensemble, qui a pu faire émerger beaucoup de solutions. Donc, on a vu dans les tiers-lieux tout de suite des distributions de tout ce qui est, par exemple, les paniers de légumes. Il y a plein de choses qui ont été maintenues, qui ont amélioré le quotidien des personnes autour des tiers-lieux ou des personnes qui y travaillaient. Là, pour la reprise, on a tous commandé des masques, du gel hydroalcoolique en commun. Donc, plutôt que de le faire que pour le tiers-lieu, on l'a commandé pour les 250 structures qui sont locataires chez nous. Voilà, donc il y a plein de choses qui permettent. Le fait d'être dans un tiers-lieu fait qu'il y a une connaissance mutuelle, une confiance qui s'installe et qui permet de réagir plus vite en période de crise. Donc, je pense que c'est beaucoup plus résilient. En termes de résilience, on sait que c'est mieux. Il y a plein de Fab Labs qui sont mis à produire des masques, des combinaisons. Enfin, il y a plein de tiers-lieux qui ont permis justement de pallier au manque parfois où des grosses entreprises, il leur faut beaucoup de temps pour démarrer, alors que les petites, voilà, c'est très facile de démarrer. Et sur l'usage espace de travail, j'espère que finalement un tiers-lieu peut aussi être une alternative à toute PME qui se dit bon finalement peut-être que j'ai le lieu de mon entreprise, mais que par exemple, je ne sais pas, par exemple nous on a un centre qui est à Castres dans le Tarn. Il y a peut-être des PME à Toulouse qui ont des salariés qui habitent plus proche de Castres que de Toulouse, qui pourraient par exemple aller travailler à Castres quelques jours par semaine. Et ça, des tiers-lieux, il y en a dans toute la France, en zone rurale, en QPV. Je pense que les façons de travailler flexibles peuvent aider des structures, même si elles ont besoin, bien sûr, d'avoir une identité, d'avoir leurs propres locaux. Peut-être qu'elles peuvent avoir un local un peu plus petit en se disant, parfois, je peux aller, on va dire, déborder dans les tiers-lieux. Ça peut améliorer la vie de mon salarié. Ça peut aussi lui permettre d'avoir des idées, de penser autrement et d'être plus épanoui, finalement. Donc rien d'extravagant à imaginer que ce modèle perdure après la crise. De façon plus globale, est-ce que, selon vous, toujours, nos modèles urbains se montrent-ils résilients dans cette période particulière? Il y a des modèles urbains qui sont très résilients lorsqu'ils ont intégré justement comme les tiers-lieux multi-usages et une mini-production locale. Je pense que quand on traverse des périodes de crise, il y a un effet de repli sur soi qui peut être toxique, mais il y a aussi un effet de repli qui permet de mieux se comprendre, de mieux travailler ensemble et de pouvoir travailler dans le cadre de tout ce qui est circuit court. Donc cette crise nous a montré la résilience et l'avantage de tout ce qui était alimentation en circuit court. Il y a des tiers-lieux en zone urbaine qui ont, tout ce qui est production urbaine est encore peu développé, même si on commence quand même à avoir des exemples de production d'aliments en ville. Mais le fait d'avoir au moins un écosystème local permet d'être plus résilient. Par exemple, à Lyon, on a une épicerie qui se fournit à 80%. 80% de ses produits viennent de la région, voire même à 30 km autour de l'épicerie elle-même. Plus on va vers ce genre de modèle, plus on sera résilient face aux crises. Il en va de même de la résilience pour gérer les conséquences sans aggraver les causes du dérèglement climatique.
C'est très simple en fait. Là, ça fait des années qu'on a des épisodes de canicule qui sont de plus en plus longs, de plus en plus pénibles. C'est pas en faisant de la clim et en chauffant dehors qu'on va améliorer la situation. Surtout quand on voit avec les problèmes de virus que la clim peut continuer à entretenir. Voilà. Donc si on ajoute les deux, voilà, c'est pas très résilient. Par contre, il y a de plus en plus de bâtiments grâce aux normes, mais également grâce à des pionniers qui vont un petit peu plus loin. Qui ont des bâtiments de mieux en mieux isolés, de mieux en mieux aérés, avec un système peut-être moins technologique, mais plus manuel, d'aération, de fermeture des ouvertures par-ci par-là, qui permettent d'entretenir finalement un confort intérieur plus vivable, plus sain, sans rajouter au dérèglement climatique. Donc, on a un bâtiment qui s'appelle Wikivillage à Paris, qui est vraiment, qu'on se veut être le lieu de la résilience urbaine. De par sa construction qui est totalement en bois, il va y avoir des toilettes sèches, il y aura des potagers sur le toit, etc. Donc on veut essayer de montrer des façons de faire qui sont plus viables, mais aussi on veut héberger des structures qui travaillent justement sur la résilience urbaine. Donc il y a des tonnes de solutions pour avoir des villes résilientes. Il n'y a plus qu'à le faire. Très bien. Eh bien, écoutez, merci Cécile Gallo-Zelva d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à répondre à ces quelques questions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews sur BITV.